bienvenue à vous pour ce 13e numéro de Parlons Relations, Parlons Vrai, l'émission où on parle de tout ce qui concerne les relations sans aucun tabou ni jugement. Je vous propose d'embarquer pour un peu moins d'1 heure d'échange en compagnie de 4 invités, à savoir Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Nous avons aussi Mina. Bonsoir Mina. Bonsoir. Il y a aussi Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir tout le monde. Et Rani. Bonsoir Rani. Bonsoir. Merci à tous les 4 d'accepter de partager vos réflexions, vos idées, expériences et super conseils sur une toute nouvelle question d'abonné qui est: comment se ressaisir quand on se sent submergé par une émotion intense? Alors, quand on parle d'émotions, on peut s'intéresser aux 6 émotions primaires que sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise, tout comme on peut aussi faire référence aux nombreuses émotions secondaires qui en découlent, telles que la frustration, le mépris, la honte, l'inquiétude, l'enthousiasme et bien d'autres. Alors, chers invités, quand on parle d'émotions intenses, ça peut amener des représentations différentes chez chacun. Du coup, qu'est-ce qu'une émotion intense pour vous? Une émotion intense, pour moi, ce serait quelque chose où on n'arrive plus trop bien à réfléchir clairement. Et du coup, là, on rentre dans les conséquences, une sorte de perte de contrôle. C'est pas négatif, c'est juste, on peut avoir une perte de contrôle si c'est une grosse excitation ou tout ça. Bien sûr, c'est très vrai. Donc, on réfléchit plus assez clairement, on a une perte de contrôle et puis on peut rajouter peut-être d'autres caractéristiques. Mais donc, pour moi, c'est un état qui engloberait un peu ça. Ok, merci Annie. Pour moi, c'est une émotion qui va provoquer en moi un état qui n'est pas habituel. Effectivement, il va y avoir des conséquences, soit mon cœur qui bat à fond, une boule au ventre, mal au ventre, voilà, perte d'appétit. En fait, il va y avoir un état qui n'est pas habituel. Et puis forcément, en fonction de l'émotion, si elle est positive ou négative, la conséquence va être complètement différente. Forcément, l'émotion négative va être plus néfaste que la positive. Mais en gros, voilà, c'est quelque chose qui va provoquer en moi un état qui n'est pas habituel. Ok, avec des réactions physiologiques que tu as pu décrire. Exactement, Super. exactement. Je rejoins ce qui a été dit par rapport à l'effet que ça peut produire sur nous et aux conséquences. Et c'est vrai que moi, derrière les termes émotions intenses, je pensais en fait aux effets physiologiques que ça pouvait avoir. Donc tout ce qui a été décrit par Myriam, que ce soit la boule à l'estomac, ça peut être le rythme cardiaque qui s'accélère, on peut avoir les mains moites, se mettre soudainement à transpirer, enfin vraiment des effets qui sont perceptibles au niveau corporel et aussi pour le coup sur le plan aussi psychique où effectivement on n'arrive peut-être plus à réfléchir comme on réfléchissait avant, où on peut se sentir submergé. Et ça, c'était vraiment un terme qui revenait assez fortement pour moi. C'est la sensation d'être submergé du coup par une émotion et qu'on n'arrive pas forcément à contrôler, ou alors qui nous pousse à réagir d'une manière dont on ne réagirait pas habituellement. Donc un peu comme une perte de repère en fait. Ça me fait penser aussi à ça, que ce soit sur de l'aspect positif comme l'aspect négatif ou agréable ou désagréable, selon les termes que chacun préfère. Ça peut être une joie qui est tellement intense et qu'on sait plus en fait comment réagir, on n'est pas habitué à de telles explosions de joie. Enfin, ça prend plusieurs formes, quoi, mais c'est vraiment tout ce qui nous sort de notre habituel, je dirais aussi. C'est intéressant ce que tu as souligné, cette nuance entre émotions positives, négatives, agréables ou désagréables. Effectivement, pour la suite de l'émission, si vous êtes d'accord pour qu'on reste sur les mêmes termes et les mêmes expressions, et du coup, ce serait émotion agréable ou désagréable. Ça vous irait? Ouais, parfait. Merci. Merci, Kelly. Moi, je rejoins un petit peu Rani dans ce qui a été dit. Je pense beaucoup, c'est aux conséquences des émotions intenses. Quand on entend intense, j'entends par là aussi une émotion qui n'est pas habituelle. Et dans les conséquences, ce sera aussi peut-être perdre les pédales et perdre pied et ne pas savoir comment gérer une situation. Et après, les conséquences, ça peut être des conséquences, comme vous avez dit, aussi négatives. Les conséquences positives, j'ai envie de dire, tant mieux si ces émotions-là passent par le côté positif. Mais c'est vrai que les émotions négatives, intenses, négatives, peuvent avoir d'autres impacts. Moi, je pense beaucoup aux conséquences des émotions. J'aurais pu vous proposer une définition de ce que c'est qu'une émotion intense, mais volontairement, je ne le ferai pas parce que chacun peut justement se faire sa définition avec les éléments que vous avez apportés, parce que c'est très juste. Chez certaines personnes, il va plus y avoir des réactions psychologiques,
avec une incapacité ou une difficulté à raisonner, à réfléchir. Et chez d'autres, ce qui va plus prendre le dessus, ça va être l'aspect physiologique. Comme mes chères mesdames ont pu le préciser, la sudation, les maux de ventre et bien d'autres. Donc là-dessus, je reviendrai pas sur ce que c'est qu'une émotion intense. Après, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une émotion, sachez que je n'en parle plus précisément dans l'épisode 56 du podcast qui a été mis en ligne la semaine dernière. Ensuite, chers invités, question suivante. Selon vous, quels facteurs sont impliqués dans la manière dont chacun exprime et gère ses émotions? Bon, clairement, pour moi, le facteur number one, Oui. c'est le facteur familial, l'environnement dans lequel on a grandi, ce qu'on a pu voir au quotidien auprès de nos proches, et ce qui forge au final, je dirais, notre identité d'enfant. Mmh. Et on grandit avec ça. Après, en tant qu'adulte, je pense qu'on peut être, on peut avoir un peu plus de discernement pour changer les choses. Mais clairement, le numéro un pour moi, c'est l'environnement familial qui forge en gros notre caractère, qui nous sommes et qui peut jouer énormément sur les émotions. On peut même ne pas s'en apercevoir, hein. Ça peut être un trait de caractère, être colérique ou etc. Mais ouais, pour moi, le facteur numéro un, c'est l'environnement familial. OK. Je pensais aussi à la sensibilité, le fait qu'on n'a pas tous la même sensibilité. Donc déjà, chacun est unique et donc chacun ressent à sa manière, on est d'accord, il n'y a pas de normes. Mais en tenant compte aussi de la sensibilité, disons que ça va jouer sur l'intensité avec laquelle on va ressentir l'émotion. Et donc même face à un événement qui peut paraître bénin, enfin anodin pour certaines personnes, Ouais. la manière dont d'autres vont réagir peut paraître surprenante, mais il faut tenir compte du fait que c'est lié aussi à la sensibilité. Je pense que notre sensibilité va aussi jouer, du coup, sur la manière dont on ressent les émotions, avec plus ou moins d'amplitude, et aussi sur la manière dont on réagit. Parce que plus on ressent l'émotion intensément, et plus parfois la réaction peut aussi sortir de l'habituel, on va dire. Mais je pense que la sensibilité est vraiment un facteur aussi à ne pas négliger. Effectivement. Bah, du coup, en facteur, je m'étais plutôt du coup basé sur un point de vue plus adulte, parce que du coup Myriam a parlé de l'enfance, mais c'est tout aussi vrai. Mais donc j'avais passé plutôt du côté adulte et du coup je m'étais demandé pour moi quels facteurs seraient ceux qui seraient prédominants. Oui. Et déjà, quelque chose qui est hyper important, je trouve, c'est qu'est-ce qui se passe pour qu'on exprime cette émotion. Donc l'événement qui est à l'origine, si ça fait exprimer une émotion plutôt agréable ou désagréable. Donc soit l'un soit l'autre. Donc forcément, si c'est un événement qui est plutôt positif, bah, ça va donner une émotion intense agréable, quelle qu'elle soit. Et l'inverse, si c'est un événement qui est plutôt négatif, bah, a priori, ce sera une émotion désagréable. Puis l'événement aussi va impliquer l'intensité à laquelle on va avoir l'émotion. Et puis il y a aussi le fait de se connaître quand même un minimum, donc savoir se connaître soi-même, pas au sens de peut-être son identité, mais peut-être au sens de sa santé, parce qu'on peut avoir des émotions intenses qui sont liées à des problèmes plutôt pathologiques et donc qui peuvent être récurrents et donc amener, je sais, moi là tout de suite, je pense par exemple aux crises de panique, donc ce genre d'événements qui du coup amènent certaines personnes à être dans cette émotion très très intense et donc la connaissance de soi par rapport à sa condition physique et psychologique permet aussi de savoir la récurrence à laquelle elles peuvent apparaître et donc les situations dans lesquelles ça peut être plus propice ou pas du coup à pouvoir les développer. Pour ma part, dans les facteurs, je vois beaucoup du facteur environnemental. Oui. Facteur fatigue, facteur surcharge au niveau du timing de la vie de la personne. Si quelqu'un a un emploi du temps chargé, si quelqu'un a beaucoup de responsabilités ou familiales, enfants,
ou même d'autres choses, activités extrascolaires ou extra-travail, ça peut être aussi un facteur qui peut être un déclencheur qu'on ne maîtrise pas au niveau de nos émotions. Ça peut être aussi un facteur qui peut être lié à nos relations amicales, nos relations familiales, savoir si autour de nous il y a de la sérénité ou pas. Parfois, quand on manque de sérénité ou on manque de calme, c'est important le calme aussi, c'est bien quand c'est agité, amusant, etc. Mais c'est vrai qu'on a, je pense, à un moment tous besoin de calme. Mais chacun vit sa vie comme il l'entend. Il n'y a pas de critères parfaits, il n'y a pas de style parfait. On est tous différents. Mais c'est vrai que la sérénité dans notre entourage va être un facteur important dans la gestion de nos émotions. Ça peut être aussi un facteur par rapport à notre passif. Notre passif peut avoir déclenché en fait des petits boutons en nous qui peuvent déclencher des émotions sur lesquelles on n'aurait pas forcément réagi dans un contexte de vie où on n'a pas vécu certaines choses, si je peux dire ça comme ça. Et après, il y a le facteur aussi, c'est notre caractère, comment on est aussi, notre façon de faire face aux choses. Et je pense que quelqu'un qui va avoir un caractère peut-être un peu plus calme, cette personne-là, ça ne veut pas forcément dire qu'elle gérera mieux ses émotions par rapport à quelqu'un qui a plus un caractère fort et trempé. Quelqu'un qui a un caractère fort et trempé peut également ne pas savoir gérer ses émotions. Et quelqu'un d'ultra calme et de super introverti, si je peux dire comme ça, peut également aussi avoir des difficultés à gérer ses émotions et avoir des émotions ultra intenses. Bien sûr, c'est très juste. Je le rejoins complètement sur le facteur environnemental. Et je pensais notamment à l'environnement relationnel. Donc ça va vraiment dans le même sens que ce que Philippe disait. Ce que je voyais aussi, c'est vraiment s'il y a de la sécurité autour de nous. Donc il y a vraiment cette dimension du coup de paix, de sérénité. Et je voyais aussi la sécurité, c'est-à-dire dans l'environnement dans lequel on évolue de manière générale, que ce soit familial, au travail ou dans les groupes d'amis. Quelle est l'atmosphère générale sur le plan relationnel? Est-ce que ce sont des relations qui sont plutôt sécures, qui sont plutôt saines et dans lesquelles, du coup, on se sent assez à l'aise, justement, pour être soi? Comment est-ce que les émotions, sont perçues et reçues dans notre cercle? Parce que si on est dans un cercle dans lequel les émotions sont mal vues et donc on encourage plutôt à une forme de répression émotionnelle, ça va impacter la manière dont on vit nos émotions et dont on les gère, parce qu'on va plus être dans l'optique de presque combattre nos émotions, alors que quand on est dans un environnement où les émotions sont accueillies, entendues, et puis ensuite qu'on aide à traverser, genre vraiment comme des vagues qui passent, c'est-à-dire qu'on reste pas non plus dans le creux de la vague. C'est pas un environnement où on encourage à se laisser submerger par les émotions, on est d'accord, mais où il y a vraiment un accueil qui est sain et une manière de gérer équilibrée, ça nous encourage aussi. Et donc, c'est comme si on apprenait aussi un peu par mimétisme, en plus, du coup, en tant qu'adulte, dans les environnements relationnels dans lesquels on peut être. Je souriais pendant que tu parlais de vagues, Mina, parce que ça me faisait penser à cette citation au sujet des émotions qui dit que on ne peut pas empêcher une vague d'arriver, tout comme on ne peut pas empêcher une émotion de survenir, mais on peut choisir sur lesquelles on va surfer. Et donc, du coup, il y a des émotions sur lesquelles on va avoir un peu plus de facilité à surfer que d'autres, mais on n'est pas obligé non plus de surréagir à certaines émotions, et ça, on verra peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, pour récapituler un peu vos réponses, il y a effectivement des facteurs internes et des facteurs externes, des facteurs propres à chacun et des facteurs environnementaux. Vous l'avez très bien expliqué. Dans les facteurs externes, il y a effectivement la famille, la culture, tout ce que la société nous communique aussi en termes de t'es un homme, tu devrais pas faire ci, t'es une femme, tu devrais plus faire ça. Bref, heureusement qu'on est en train de sortir de ces clichés. Hein, t'es un homme, tu pleures pas. On a bien compris que c'était plus la peine. Messieurs, vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Il y a aussi tous les facteurs relationnels, effectivement, et merci Mina d'avoir expliqué cet aspect sécure, de pouvoir s'autoriser aussi à relâcher, à exprimer les émotions en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve.
Et puis du côté des facteurs internes, c'est très intéressant ce que tu as souligné Rani, l'aspect santé. C'est vrai qu'il y a des facteurs, pathologiques qui peuvent aussi faire que, la gestion des émotions sera différente. Et puis bien sûr, comme vous l'avez tous souligné, là, il y a la personnalité et la sensibilité de chacun pèsent lourd dans la balance. Merci pour vos réponses. Question suivante, vous avez probablement été confronté à des situations où une émotion intense vous a submergé. On y est pratiquement tous passés, je pense. Du coup, qu'avez-vous appris comme leçon de cette expérience quant à la gestion de vos émotions? Je dirais qu'une des choses que j'ai apprises, c'est quand on passe par des émotions qui sont très intenses, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour réagir. Alors quand j'entends réagir, je sais pas, un exemple concret, une situation conflictuelle par exemple, et où on a une très très forte colère qui vient. Oui. On peut être tenté de demeurer dans la situation et de continuer à échanger avec l'autre personne. Sauf que mon vécu à moi, c'est que généralement, ce qui se passe, c'est vraiment... on ne raisonne plus comme on raisonnerait habituellement. Et donc, on peut même se retrouver à dire des choses qui vont plus loin que notre pensée et qui peuvent faire plus de mal que de bien, par exemple. C'est peut-être bien de juste prendre du recul et de ne rien faire pour l'instant. Mais de vraiment laisser déjà gérer l'émotion, soit avec soi-même, la laisser redescendre, vraiment comme cette vague en fait, laisser la vague passer avant d'agir ou de réagir, parce que souvent l'intensité de l'émotion étant redescendue, on retrouve quand même un peu plus nos facultés habituelles, et donc on peut raisonner quand même de manière plus saine, quoi. Et je voulais juste rajouter, pour moi ça s'applique aussi en fait à certaines grandes décisions qu'on prend. Personnellement, j'évite de les prendre quand je suis dans des phases émotionnelles assez intenses. Précieux conseil. On a tous, je pense, été confrontés à une émotion intense et moi, je fais partie de ces personnes qui vivent les choses intensément. Et ce que j'ai pu apprendre avec le temps, c'est apprendre à avoir les bons timings. C'était quelque chose qui chez moi était... je pense que avoir le bon timing, attendre le bon moment, dans le passé, c'était quelque chose qui pouvait me caractériser comme étant quelqu'un de faible. Et bien au contraire, Et oui. Prendre du recul, attendre le bon moment, avoir le bon timing, avoir les bons mots, je pense que c'est justement une grande preuve de maturité. Tout à Et fait. c'était quelque chose de très compliqué quand j'étais plus jeune. Apprendre à garder le silence quand parfois on a peut-être même les raisons de réagir ou de surréagir. Là, je parle bien évidemment d'une émotion conflictuelle. Mais quand on parle aussi d'émotions comme la peur, on peut se sentir en détresse par rapport à des situations. Mmh. Dans la majorité des cas, alors je pense pas que dans tous les cas, ce soit facile de le faire, mais dans la majorité des cas, je pense qu'il faut bien garder en tête que seul, on a du mal à sortir de certaines émotions. Je pense que c'est important, alors ou de se faire aider par un professionnel ou d'avoir quelqu'un, à qui on peut confier certaines émotions, qu'elles soient intenses ou pas pour le coup. Très juste. Et je pense que beaucoup de réactions, ou d'émotions, intenses sont liées à des sentiments de peur. Ça peut être la peur de décevoir, ça peut être la peur de mal faire ou de pas savoir prendre la bonne décision, et parfois, la peur de certaines situations peut nous amener à avoir des émotions, intenses. Donc ouais, pour pouvoir répondre à cette question-là, je pense qu'il est important de prendre du recul. C'est facile de le dire à tête reposée, et ça, quand on est dans une émotion intense, c'est difficile. Mais c'est bien, en tout cas, garder le silence dans un premier temps. Je pense que ça, on sait tous tenir notre bouche, notre langue, et c'est plus facile de commencer par ça et a fortiori prendre du recul. Je pense que avec l'âge, l'expérience, effectivement, on gère nos émotions de manière différente. Mmh. C'est très complexe en fait parce qu'il y a beaucoup d'émotions en fait. Oui. Il y a autant la tristesse que la colère et en fait, pour un même événement, on peut passer par plein d'émotions différentes. Exactement. Donc c'est vrai que c'est une question qui est assez complexe. Et pour être passé par
plein de phases, comme disait Mina à un moment donné, soit parfois le déni de l'émotion. Je pense que, ouais, il est important d'accueillir l'émotion. Il est important de ne pas rester dans l'émotion aussi, parce que ça peut être extrêmement néfaste pour nous et pour les personnes qui nous entourent et qui nous côtoient. Moi, ce que je peux voir d'après, parce que l'émotion est très liée aussi aux épreuves qu'on vit, hein, forcément. Moi, je dirais que c'est pas qu'il faut relativiser, mais tout passe, en fait. Tout passe. Et ouais, effectivement, faut se poser, faut se calmer, faut s'entourer des bonnes personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous soutiennent, et pas celles qui nous enfoncent et qui nous font rester dans notre état, mais au contraire, celles qui parfois nous bousculent, parce qu'il y a parfois des résultats physiologiques, en fait, liés à l'émotion qui font que on peut rester statique, en dépression, etc. On a parfois besoin de ces personnes qui nous bousculent. Donc, c'est pour ça que cette question est quand même très, très particulière, mais ouais, je dirais en résumé que tout passe et qu'il faut ouais, relativiser. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais c'est tellement ouais, je pense qu'avec l'âge, l'expérience, les épreuves de la vie aussi, parfois on peut voir des réactions chez certaines personnes qui pour nous, finalement étant passées par la même situation, on relativise parce qu'on sait que finalement tout passe, quoi. Je sais pas trop comment exprimer, je suis C'est désolée. très juste, hein. Non, je t'en prie, c'est clair ce que tu dis et c'est une vérité. C'est vrai que en tout cas, tout est censé passer. Après, si ça ne passe pas, c'est qu'on retient les choses. Oui, exactement. Et c'est important ce que tu soulignes là de vraiment voir les émotions comme des visiteurs et pas des résidents. Elles sont censées passer et sont pas censées s'installer. Exactement. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je trouve que c'est très très vrai. Peut-être moi ce que j'aimerais peut-être insister, c'est prendre le temps de bien se poser, de bien aborder la situation, canaliser l'émotion, en tout cas l'exprimer, puis redescendre. Et puis après, du coup, on a un peu plus la tête tranquille pour continuer. Donc, effectivement, comme Mina l'a dit, ne pas prendre des décisions importantes sur ce genre d'état d'esprit. Et comme Philippe et Myriam l'ont dit, vraiment, c'est l'histoire d'abord, il y a ça qui nous traverse, et puis après, c'est plus calme, quoi. Ouais. Une autre leçon, en fait, à laquelle je pensais et qui, en fait, ça rejoint ce qui a été dit, et à laquelle je pense depuis tout à l'heure, c'est vraiment, et ça peut aider, je pense, certaines personnes justement à relativiser par rapport à ce qui était dit, c'est que une leçon que j'ai apprise, c'est que l'intensité avec laquelle je ressens une émotion n'est pas forcément proportionnelle à la gravité réelle de la situation. Très juste. Et ça aide aussi justement à prendre du recul parce qu'il y a eu des situations où j'ai réagi, enfin émotionnellement c'était très intense et après avec le recul, une fois que la situation était passée ou même juste en redescendant un tout petit peu sur le plan émotionnel, je me rendais compte que finalement la gravité en fait de la situation n'était pas aussi, c'était pas aussi grave entre guillemets que ce que moi j'ai ressenti. Donc ça veut pas dire que on n'est pas capable de mesurer l'importance, la gravité de certaines situations, mais ça veut juste dire que notre émotion n'en est pas forcément le reflet. Ça aide aussi justement à prendre du recul, au moins au début, le temps de pouvoir y voir plus clair. Moi, j'ai appris un truc, on m'a conseillé des choses par le passé. Et en fait, plus l'émotion est intense, plus je reçois une émotion intense. Alors, je dis pas que je réussis à le faire à chaque fois et que c'est très facile. Je sais pas si ça servira à quelqu'un, mais plus l'émotion est intense, plus je prends le temps de m'en sortir. Et plus je prends le temps, en fait, pour réagir. J'essaye de prendre de plus en plus de temps quand quelque chose peut me procurer une émotion désagréable. Tu parlais de proportionnalité tout à l'heure aussi, Mina. Et je trouvais ça intéressant, ça m'a fait penser à ça. Et j'essaie de prendre le temps qui va avec l'émotion. Et j'ai couplé ça à un autre exercice. Alors je l'essaye de le faire en privé quand c'est des émotions que je reçois comme ça. J'essaie d'être discret.
Mais je me mets à respirer profondément. J'essaie de prendre du temps en respiration pour essayer de regagner vite mes esprits. Alors, je suis pas quelqu'un d'énormément sanguin, c'est pas ça. Mais il y a des fois des réactions qui peuvent être désagréables et des réactions qu'on n'attend pas. Et j'essaie de prendre le temps, de bien respirer, on parlait de temps, en fait, c'est ce que je pourrais vraiment dire aux auditeurs, c'est prendre le temps, trouver la respiration, faire redescendre un peu les BPM du cœur. Et après, sortir de là et éventuellement, comme je disais tout à l'heure, en discuter et prendre du recul énormément. Vos réponses sont juste top. C'est super ce que vous avez partagé. C'est vrai que la question est pas évidente et je vais un peu me mouiller sur ce coup-là pour pas vous laisser tout seul dans la confidence. Une des leçons que j'ai pu apprendre par rapport aux émotions intenses, je dirais que c'est vraiment d'accepter finalement de les accueillir au moment où elles se produisent, en laissant de côté le « c'est pas grave ». Souvent, on a ce réflexe de se dire « allez, c'est pas grave ». Sauf qu'une émotion qui n'est pas gérée ou digérée, elle va forcément ressortir à un autre moment, elle va mal ressortir, elle peut être encore plus intense la fois d'après. Voilà, la leçon, je dirais que c'est celle-ci. Effectivement, arrêtez de se dire c'est pas grave, quand on ressent quelque chose, il y a une raison. Donc autant l'accueillir et essayer de comprendre pourquoi. Question suivante. Que faire vis-à-vis de soi et vis-à-vis de nos relations après coup, quand on regrette d'avoir été submergé par une émotion intense, quelle qu'elle soit? Je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, Kelly, c'est de se poser la question du pourquoi j'ai eu cette réaction, Oui. essayer de l'analyser et se pardonner, parce que parfois on est très dur et très exigeant avec nous-mêmes, mais se pardonner, c'est très important parce que on a tous droit à des nouvelles chances. Surtout nous, on doit se donner des nouvelles chances. Et en discuter avec la personne avec qui on a pu avoir la réaction ou qui ont vécu ou subi cette réaction, de leur expliquer le pourquoi également, peut-être lié effectivement à un environnement familial malsain ou autre, je sais pas, hein, c'est un exemple, mais alors c'est pas pour excuser, mais c'est pour donner une explication et de se dire voilà, ok, j'ai mis le doigt sur quelque chose, il faut que je travaille dessus et j'en suis consciente et on va avancer pour éviter que cette émotion ne recommence et que tout le monde subisse la situation finale. Voilà, donc pour ma part, je dirais se pardonner, identifier la raison pour laquelle on a eu cette réaction, cette émotion. Se pardonner en premier et puis échanger avec les personnes qui ont subi cette émotion autour de nous. Ouais. Ça m'a fait réagir quand tu parlais de se pardonner, parce que c'est exactement mon avis, mon point de vue. Et parfois, le fait de ne pas se pardonner soi-même peut être un frein dans la relation avec d'autres personnes. Complètement. Parfois, les personnes devant nous qui ont subi nos émotions, quand on parle d'émotions qui sont partagées avec une personne, parce qu'on peut vivre aussi des émotions seules, mais dans une émotion qui est partagée avec quelqu'un, parfois l'autre te pardonne, et même sincèrement, et toi-même tu t'en veux tellement que tu te pardonnes pas toi-même, et parfois tu fais pas le deuil de ce conflit-là. Et c'est vachement important de se pardonner et d'être convaincu que tu l'es, en fait, d'être convaincu que tu es pardonné, que tu t'es pardonné. Je pense aussi que c'est important de ne pas avoir honte de parler de regrets avec les personnes qui nous entourent. C'est montrer notre cœur, c'est montrer notre âme, et c'est montrer aussi les valeurs qu'on peut avoir. Et d'autre part, je pense qu'il est aussi important de communiquer avec sincérité. Dans certains cas, on pourra forcément expliquer le pourquoi d'une émotion, mais dans d'autres cas, on aura la difficulté de l'exprimer. Peut-être parce que cette émotion-là peut laisser place à un secret qu'on n'a pas forcément encore envie de dévoiler ou qu'on n'a simplement pas envie de dévoiler. Tout à l'heure, Myriam aussi, tu parlais du fait d'exprimer et expliquer pourquoi l'émotion est arrivée et qu'on tombe pas forcément dans un piège que cela forcément excuse tout.
Dans notre communication avec les autres, je pense qu'il est important aussi d'être sincère pour que les gens ne voient pas que tu réagis, tu surréagis, tu as une émotion où tu vas faire du mal, tu vas détruire une personne, tu vas t'excuser, tu vas recommencer, tu vas t'excuser, tu vas recommencer, tu vas t'excuser, tu vas recommencer, ainsi de suite. Je pense que c'est important d'être sincère. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien aussi de peut-être parler de regrets et de garder peut-être un peu le silence avec les personnes et ne pas réagir et surréagir avec un bon client. Parce qu'autour de nous, on a des fois des bons clients, j'appelle ça des bons clients, des gens qui seront notre punching ball. Et c'est important de ne pas tomber dans ce piège-là, parce que en voulant sortir d'une émotion, on va mettre une autre personne dans une émotion qu'elle n'a pas voulu subir aussi. C'est important de ne pas transférer ces mauvaises émotions intenses sur des personnes qui peut-être auront une façon de peut-être de réagir un peu plus fragile. Et parfois, quand on est dans ce genre d'émotion-là, on va identifier les personnes les plus vulnérables et leur faire du mal. Et je pense qu'il faut faire très attention. Parce que quand on est dans une émotion intense, on va bizarrement pas aller chercher les gens qui ont le caractère de nous envoyer sur les roses. Donc si je peux donner un conseil, ce serait, oui, communiquer, se pardonner, ne pas avoir honte du regret et faire attention aux autres. Précieux conseil, merci Philippe. Je trouve ce que Philippe et Myriam ont dit vraiment très riche. Et c'est vrai que souvent, on réalise pas les conséquences, les réactions qu'on peut avoir face aux émotions intenses. Et par rapport aux points qui ont été partagés, je rejoins complètement, donc je reviendrai pas dessus. La seule chose que je voulais ajouter, et ça rejoint l'exemple que Philippe donnait, c'est qu'il y a des fois où on aura aussi besoin de pardonner aux autres. Donc toujours, oui, se pardonner à soi-même parce qu'on a réagi et qu'on regrette la manière dont on l'a fait, pouvoir prendre le temps de réfléchir, exprimer les regrets, mais aussi parfois pardonner à ceux qui ont été un peu des triggers, j'ai pas le mot en français, désolé. Voilà, des déclencheurs. À ceux qui ont été des déclencheurs, parce que parfois il y a des situations qui déclenchent des réactions chez nous. Que ce soit un cas comme ce que Philippe partageait, où quelqu'un est venu nous prendre comme punching ball, en fait, alors qu'on n'avait rien demandé, qui peut nous amener, nous aussi, à réagir de manière intense, et puis finalement être dans cette boue, ce cycle de regret. C'est un peu vraiment le chien qui se mord la queue. Et donc, on a besoin de pardonner à cette personne. Et même de manière un peu plus générale, parfois, des personnes, sans s'en rendre compte, appuient là où ça fait mal. Parce qu'ils ne savent pas, tout simplement. Et même pour nous, pour pouvoir aller de l'avant et ne garder aucune amertume, même infime dans nos cœurs contre ces personnes-là, on a besoin de pardonner. On n'ira pas forcément les voir et leur dire « tu as appuyé sur tel déclencheur, donc je te pardonne », mais de faire la démarche aussi avec soi-même et avec Dieu, pour ceux qui sont croyants. Et je trouve que ça permet de vraiment boucler cette boucle. Moi, j'aime bien tout ce qui a été dit, parce que du coup, ça parle énormément de pardon envers soi et envers les autres, ce qui est totalement une chose qui va dans le sens de lorsqu'on a un regret. J'avais aussi pensé au fait que si on du coup, on exprime du regret par rapport à des émotions qu'on a pu exprimer et qui auraient pu du coup affecter les autres, qu'elle soit agréable ou pas agréable, parce que de la joie, une situation qui nous fait exprimer beaucoup de joie, ça peut engendrer par exemple de la jalousie chez d'autres. C'est vrai. Moi, en partant du principe du coup de la jalousie, ça peut être aussi quelque chose qui doit amener à un retravail intentionnel des confiances qui peuvent être du coup perdues parce qu'on peut se sentir, je sais pas, supérieur ou en faire sentir quelqu'un inférieur par rapport à ça et donc passer à travers ces émotions-là pour d'autres personnes et donc retravailler cette relation, ou en tout cas cette confiance qui avait été faite au départ et endommagée à cause de cette émotion et donc vraiment prendre le temps d'être intentionnel dans cette démarche parce que je pense que c'est ce qui va être aussi quelque chose qui va amener à des vraies discussions où il n'y aura pas de tournage autour de peau, si je peux le dire comme ça. Aussi du coup qui permettra à chacun de pouvoir s'exprimer librement sans se sentir restreint par ce qui s'est passé avant. C'est intéressant l'exemple que tu as donné de la jalousie, effectivement. C'est vrai qu'on n'irait pas forcément penser au fait qu'une émotion agréable qu'on peut exprimer, une émotion intense agréable, puisse générer finalement un ressenti désagréable chez l'autre.
Et donc du coup, la démarche que l'on aura vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre ne sera pas la même que lorsqu'on s'est mis en colère ou lorsque l'on aura, explosé en sanglots de tristesse devant quelqu'un. Donc c'est intéressant ce que tu as pu partager Rani, merci. Et ce que j'ajouterais simplement, c'est qu'effectivement dans ce que vous avez tous partagé, on retrouve les déclencheurs émotionnels, ces fameux détonateurs d'émotions. Et si je peux me permettre du coup de résumer, ce serait ça finalement, de prendre le temps d'identifier le déclencheur, d'identifier ce qui a généré l'émotion dans un premier temps, de prendre du temps seul avec soi-même pour effectivement, comme vous l'avez justement souligné, se pardonner et dans la mesure du possible, parce qu'il y a des moments où tout simplement ce sera pas envisageable d'en parler avec l'autre, dans la mesure du possible d'en parler à l'autre, mais surtout comme l'a souligné Philippe, de pouvoir se remettre en question et de voir ce qu'il est possible d'aménager ou de mettre en place pour éviter que ça se reproduise. Parce qu'une personne qui demande pardon et qui recommence à chaque fois, c'est un comportement toxique et limite manipulateur, donc attention, warning, quoi. J'ai une 5e question. Quels sont vos trucs et astuces pour éviter qu'une émotion vous submerge et pour vous ressaisir si toutefois elle vous submerge malgré tout? Moi, je l'ai abordé tout à l'heure et c'est mon astuce à moi, mon truc à moi, Ouais. c'est la respiration. J'ai appris à respirer en cours de chant et technique vocale et ça m'a aidé même dans mes émotions, dans la réception de mes émotions. C'est quelque chose que je fais. Ça peut m'arriver de le faire discrètement et des fois j'ai besoin de m'isoler pour le faire. Bon, je vous rassure, ça n'arrive pas tous les 4 matins, mais ouais, c'est la respiration. Moi, en tout cas, personnellement, quand on parle de trucs et astuces là-dessus, ouais, je pense à ça, ouais. Et ben, je suis totalement d'accord. Parce que du coup, c'est pareil. Plus, peut-être pas des exos très précis, mais je suis plus adepte des temps de. On met en pause le temps. Vraiment, il n'y a plus rien, il y a plus rien qui se passe. Et de grandes respirations, expirations. Et dès que c'est bon et qu'on a pu un peu laisser passer, et ben on reprend, on rappuie sur lecture et puis on avance, quoi. OK. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec Philippe sur ce point-là et c'est aussi l'exercice que je utilise. D'accord. Intéressant, messieurs. Mesdames? Moi, 2 choses, vraiment, c'est dans le calme et la confiance qui est ma force. Donc le calme est hyper important, c'est vraiment ma force, et la confiance en Dieu aussi, en ma foi, c'est ma force. Mmh. Et puis, je suis convaincue que nos paroles ont un pouvoir créateur, hem, Ouais. du coup, et pour l'avoir vraiment vécu, quand je suis submergée par la peur, par exemple, non Myriam, tu peux tout. Tu peux tout, tu es forte et courageuse, tu peux y arriver, tu vas y arriver et ouais, Yes. proclamer vraiment des paroles, positives parce que, au final, tout est possible. Voilà, moi, c'est vraiment mon astuce. Je sais pas si on peut appeler ça une astuce, En heu, tout cas, ça fonctionne pour toi et pourquoi pas ouais, pour d'autres, hein? exactement, ça fonctionne pour moi, c'est une vérité pour moi, en tout cas, Ouais, de proclamer des paroles, positives et faire appel à ma foi, en fait. c'est scientifiquement prouvé, donc merci Myriam. C'est vrai, on peut partager cette astuce, tout à fait. Moi, je rejoins Myriam et je confirme que la foi aide beaucoup à accueillir et à gérer l'émotion. En tout cas, dans mon cas, moi, elle m'aide beaucoup. Surtout, n'ayant pas toujours été très à l'aise avec les émotions et donc ayant grandi en étant assez coupée de mes émotions, ça a été un cheminement en fait inverse pour moi de pouvoir apprendre à les accueillir, Mmh. à reconnaître dans quelle émotion, enfin je suis, quelle émotion je ressens, et ensuite à traverser, donc à ne pas rester non plus là. Et dans cette démarche-là, la foi m'a beaucoup aidée. Et moi, quelque chose que je fais encore aujourd'hui, c'est littéralement hein, d'ouvrir l'émotion à Dieu. Et donc, j'ouvre l'émotion et j'invite Dieu à venir me rejoindre dans l'émotion où je suis. Je le vis comme si j'étais dans une pièce et que je lui ouvrais la porte et je lui demandais de venir me retrouver là et puis pour qu'ensemble, on puisse voilà, comprendre ce qui se passe, quel est le besoin derrière l'émotion, quel est le déclencheur, enfin tout ça pour ensuite sortir de la pièce et donc ne pas rester enfermé là, mais
ne pas non plus être dans ce déni, ce combat comme j'ai pu l'être par le passé bien souvent, et ça aide énormément parce que ça enlève la pression d'avoir la sensation qu'on doit le faire seul. Et en plus, je sais pas, je trouve que ça aide vraiment à discerner. C'est comme une pelote de laine qui est un peu emmêlée dans tous les sens, et on retrouve le bon fil, et puis on la déroule, et ensuite on l'enroule comme il faut, et ça fait une différence pour moi. Et sinon, une autre astuce qui va être plus pratico-pratique, c'est de prendre du recul, mais vraiment au sens littéral aussi du terme parfois. Ça peut être juste poser un acte, ça va être faire un pas en arrière, aller dans une autre pièce, enfin, juste poser un mouvement, une action qui est dans le mouvement de recul, qui signale quelque part à mon cerveau, ok, là on prend du recul. Et donc physiquement, je pose le pas, mais c'est aussi pour que émotionnellement, d'envoyer ce signal de là, on va prendre du recul. Et on va laisser l'émotion redescendre, on va prendre le temps de poser les questions qu'il faut, mais du coup de ne pas réagir sur le coup, quoi. Ça aide à sortir en fait de l'instant où l'émotion est en train de monter et on sent qu'on va peut-être faire quelque chose qu'il ne faut pas, par exemple, dans le cas d'une émotion qui peut être conflictuelle ou autre. Et même dans une émotion qui va être plutôt joyeuse, mais qui est très très forte, qui peut parfois nous amener à l'exprimer de manière... Parce que l'émotion peut être joyeuse, agréable, mais son expression peut ne pas être appropriée selon le contexte. Et donc, même dans ce contexte-là, ça aide à pouvoir se recentrer, se calmer, et puis ensuite vraiment discerner qu'est-ce qui est approprié pour maintenant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis ensuite, voilà, après, on continue le chemin. Super. Quelle émission! Merci beaucoup. Franchement, vos interventions ont été enrichissantes à plusieurs niveaux. Et vraiment merci pour la sincérité et la richesse de vos partages. Vraiment. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cette émission? Avez-vous des commentaires, des questions ou même des idées à partager? Vous pouvez glisser tout ça dans la partie commentaires de la vidéo ou par mail à l'adresse qui se trouve justement en description de cette vidéo. Pour celles et ceux qui suivent le podcast, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode dans lequel je serai accompagnée d'une neuropsychologue pour vous en dire un peu plus sur ces fameuses émotions. Pensez à vous abonner à la newsletter ou à la chaîne YouTube si vous souhaitez être informé des mises en ligne et ne louper aucun épisode, bien sûr. Quoi qu'il en soit, on se retrouve aussi le mois prochain pour finir l'année 2023 avec le 14e numéro de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.